On a traversé les saisons et les âges à chaque étape, main dans la main. Il est capital dans un travail donné d'avoir un produit et de présenter ce produit dans le commerce, aux consommateurs et ainsi de suite. Et là, il y a œuvre, vous voyez, c'est-à-dire on fabrique quelque chose qui est utile, non seulement utile, mais qui est de qualité. Et bien entendu, à ce moment-là, celui qui fait une œuvre, il se vante de son œuvre. Vous voyez, il est content de son œuvre. Et bien entendu, si les poulets sont bons, il est bien clair que c'est ça l'œuvre. Il y a à la fois quelque chose qu'on fait et quelque chose qu'on fait bien pour une utilisation la meilleure. Voilà. Les volailles de Loué sur l'exploitation sont assez récentes chez nous. C'était l'occasion pour Albine, mon épouse, qui revenait sur l'exploitation avec nous, d'avoir un atelier qui lui soit dédié, qu'elle puisse s'en occuper. Donc on a commencé les volailles de Loué en 1979, le 2 octobre 1979 exactement. Et je connaissais pas très bien l'organisation des fermiers de Loué, mais je connaissais très bien le marché aux volailles de Loué, qui depuis mes parents élevaient des volailles, des canards, des poulets et tout ça depuis des lustres. Et tout gamin, j'allais sur le marché de Loué, le vrai marché de Loué à l'origine, qui était sur la place du marché dans le bourg de Loué. Il faut juste se remettre dans l'ambiance des années après-guerre. Donc, la consommation de volaille était le fait de volaillers, de petites filières donc organisées autour de villages. Et les marchés traditionnels de volailles, les uns après les autres, étaient arrêtés. Et il restait un marché extrêmement réputé qui était le marché de Loué, qui réunissait jusqu'à 2000 éleveurs sur la place du village. Et ce marché lui-même commençait à être concurrencé par des volailles standards. Ils étaient élevés en claustration, ils étaient d'une qualité bien inférieure aux volailles de Loué. Et il a fallu à un moment donné se poser la question de savoir si ce marché allait disparaître comme tous les autres marchés ou s'il allait être sauvé. Et le commissaire agricole du 30 août 58 intervient justement pour mettre en route un mouvement de sauvegarde, de protection, et ce qui va devenir le syndicat de défense des volailles de Loué, au travers de personnages visionnaires. C'est d'abord un politique. Les politiques, finalement, dans la filière de Loué ont eu un rôle important, et pas central, mais important puisqu'ils ont été déclencheurs de beaucoup de choses. C'était le cas de Paul Goussu. Paul Goussu était député de la circonscription et avait repéré peut-être plus facilement que les éleveurs que ce marché de Loué était en train de disparaître. Et il a interpellé au commissaire agricole du 30 août 58 l'ensemble des éleveurs qui étaient présents en disant « Vous avez un marché fantastique, vous allez le perdre, c'est bien dommage. Il ne restera plus de volailles de qualité dans la région, il faut sauver ce poulet de Loué. » Et donc, un personnage était présent à ce comice qui va être complètement central et qui va être quelqu'un de déterminant, c'est Armand Boudvin, qui habitait Chassillier, qui était un éleveur déjà dynamique dans la force de l'âge et qui lui-même élevait des volailles. Et il a répondu au député à l'époque, vous avez raison, monsieur le député, il faut sauver le poulet de Loué, il faut qu'on trouve une solution. Le poulet de Loué est un poulet traditionnel qui existait dans cette région depuis très longtemps et qui allait disparaître dans la masse du poulet industriel. Et pour conserver ce poulet de qualité, nous avons formé un syndicat de défense du poulet fermier de Loué qui a établi des normes de production. Ces normes de production sont celles-ci. Ce poulet est élevé jusqu'à 6 semaines, comme le poulet industriel, c'est-à-dire avec les aliments du commerce. À 6 semaines, ce poulet doit être mis dans la nature et il ne doit consommer que des céréales. On ajoute un peu de condiments minéraux, mais il ne se nourrit que d'aliments exempts de farine de viande, de farine de poisson et d'antibiotiques. Et notre chance, c'était présent aussi le DSA, directeur des services agricoles, c'est-à-dire le fonctionnaire, le responsable de l'administration du ministère de l'Agriculture de Paris en Sarthe, qui s'appelait Raymond Cheval. Et Raymond Cheval avait une expérience, puisqu'il avait participé au développement et à la protection du poulet de Bresse. Et il dit, mais moi je sais, et je vais vous aider à sauver ce poulet de Loué. Et tout a démarré finalement sur ce trio, qui va être assez vite accompagné par la suite d'Auguste Lambert, qui lui-même avait repéré que sa production de volaille de qualité
qualité, il pourrait peut-être mieux la faire et en vendre encore davantage et peut-être de meilleure qualité en s'associant avec ses producteurs qui avaient envie de faire quelque chose. Et quelques années plus tard, alors un an ou 2 ans après, il y a quelqu'un de très important qui est arrivé au fermier de Loué. C'est Raymond Vogarny, qui était détaché de la DDA et qui était un employé, un fonctionnaire de la DDA, qui a été détaché auprès des producteurs de l'époque pour organiser et développer le poulet de Loué. Et là, vraiment, Raymond Vogarny a été plus de 30 ans directeur de la coopérative des fermiers de Loué, et c'est vraiment une des personnalités les plus importantes dans l'histoire des poulets de Loué. On a eu à réfléchir sur la forme d'organisation qui allait être retenue pour protéger donc ces volailles de Loué, à savoir soit une appellation d'origine comme il avait été observé en Bresse, soit une autre formule qui venait d'être lancée en France par l'Association française des produits agricoles de qualité. C'est des membres du Club de Rome. Et ils avaient édité un cahier des charges permettant de sécuriser le consommateur en régularisant la production et en normalisant la production. Et nous avons donc œuvré à partir de 1959 pour obtenir une certification, un label, mais qui ne s'appelait pas le label rouge à l'époque, c'était le label AFAC Qualité France. Donc Loué obtiendra le premier label rouge pour le poulet blanc en 1966. Donc c'est vraiment la filière avicole et les Sartois en particulier qui ont fait naître les notions de qualité supérieure, la notion de cahier des charges, de contrôle et le label rouge donc qui s'est suivi, qui finalement quelque part concrétisait toute cette volonté qui avait été celle de nos pionniers qui avaient repéré qu'il fallait surtout ne pas abandonner cette production de qualité qui était mise en danger par la production industrielle. Bien sûr, produire un poulet labellisé, cela entraîne un grand nombre d'exigences que nous précise M. Vogarny, le technicien du syndicat. Quelle est la différence entre un poulet fermier et un poulet industriel? Comme le nom l'indique, les poulets industriels sont produits dans des unités importantes où l'on cherche avant tout la productivité, c'est-à-dire que ces poulets sont élevés dans un minimum de temps, alors que les poulets fermiers sont élevés dans des exploitations traditionnelles, des petites bandes, et ces poulets sont élevés en plein air dans tous les cas. Alors quels sont les impératifs pour obtenir un poulet fermier? Pour obtenir un poulet fermier, il faut partir d'un poussin qui soit de bonne qualité, qui puisse avoir accès à des parcours et qui ait une alimentation fermière, c'est-à-dire à base de céréales et de produits laitiers. Bon, ça veut dire qu'à l'intérieur du syndicat, l'éleveur doit observer une certaine discipline. Oui, les éleveurs sont tenus à une discipline qui tient à la caractéristique de cette production et puis aussi au fait collectif. Puisqu'il s'agit d'un groupement, il faut que tous les produits qui sont issus de ce groupement soient homogènes. Donc il faut que tous les éleveurs travaillent de la même façon et assurent une production régulière avec une qualité soutenue. On a joué la carte des fermières. D'ailleurs, beaucoup de fermiers, les hommes, ne voulaient pas s'intéresser à la volaille. Ils se contentaient, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'aider la fermière à apporter ses volailles sur le marché. Et puis, ils allaient taper le carton. On avait besoin de s'agrandir. Oui, puis une réunion... Il y avait une réunion à Sillé. M. Vogarny faisait une réunion à Sillé pour agrandir le secteur de la baie de Loué. Alors, on était 2 personnes et j'ai accepté, moi. L'autre personne n'a pas accepté tout de suite. On a vu quand ça allait, il y avait une bonne organisation, on a continué. Après, on a fait 1000 poulets. Et puis, oui, plusieurs poulaillers de 1000 en fond de vallon. En fond de vallon. Et puis après, 3000. Et M. Vogarny passait régulièrement Ah, bah oui. Bah, il fallait, parce que sans ça, c'est pas obéissant, les fermiers. Hein. On m'a demandé d'intégrer toute l'organisation de la production, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous la planification. Donc, et ma femme est venue donc là me seconder. On a augmenté le nombre de productions, les poulets dans les différentes couleurs, blanc, noir, jaune, les pintades, les canards, en saison, les dindes et les oies.
pour la première fois, des producteurs se retrouvent autour d'une table pour définir un cahier des charges très contraignant, donc, qui va devoir s'appliquer à tout le monde. Et comme Raymond Cheval était quelqu'un qui avait déjà une belle expérience, il amène une deuxième idée qui était extrêmement importante, qui était de dire ce cahier des charges doit être contrôlé par un organisme certificateur tiers. Donc, organisme certificateur qui va venir voir si les éleveurs, en effet, produisent bien suivant le cahier des charges. Donc, c'est quelque chose de très nouveau. Personne ne certifie des productions agricoles à cette époque-ci. Et la troisième idée, c'était de produire que ce qui était commandé par les volaillers, ne pas produire trop, pas gérer de surproduction. La deuxième partie, donc, qui vient vers le début des années 70, c'est la croissance, c'est l'organisation de la croissance, avec quelque chose de très particulier, c'est que ce qui a amené cette croissance, c'est le développement de la grande distribution. C'est le début de plus en plus de commercialisation, à tel point que 11 ans après, Rémi Lambert, qui était très attaché au poulet de Loué, parce qu'il est comme moi, comme son père, attaché à ce terroir, il connaissait beaucoup d'éleveurs, il avait vraiment de l'amitié pour de nombreux présidents. Et il est attaché à développer cette production-là, mais en plus les clients le demandent, donc finalement tout est bien. Et là, l'autre grande date, c'est 1981, avec la création de l'abattoir de Loué. Donc c'est un grand pari que Rémi Lambert, bien sûr, épaulé par Charles Chancereux, font sur ce label, mais eux, ils sentent que le marché et les clients ont besoin d'un abattoir spécialisé en poulet fermier. Cette étape-là est essentielle et elle va être accompagnée assez vite, à partir de la fin des années 70, par la publicité, donc le faire savoir. Donc on a un bon poulet, c'est le premier spot de Loué, c'était Loué, le bon goût retrouvé. C'est dans la Sarthe et c'est à Loué. Poulet de Loué, le bon goût retrouvé. Donc ce développement, il faut voir que dans cette période-là, on est passé de 25 producteurs à 200, 300 producteurs par là. Donc ça a été une croissance très rapide, avec beaucoup de producteurs qui s'intéressaient à cette production. Toute la discipline était en place. Hein. Le Raymond Vogarny était passé par là. Il avait structuré un groupement très, très respectueux des règles. Et en respectant les règles, on donnait confiance aux consommateurs. Parce que l'élément clé, le mot-clé, c'est la confiance. Donc il ne peut pas y avoir l'achat d'une production de cette qualité-là, avec ce prix-là, s'il n'y a pas la confiance. Et la confiance passe par le contrôle. À l'origine, les éleveurs, c'était vraiment les éleveurs qui étaient autour du village de Loué. Le commerce s'est développé, la marque a été de plus en plus connue, donc on s'est toujours développé de façon concentrique par rapport à Loué. Et sachant que dans cette aire géographique, il y a suffisamment d'agriculteurs et d'éleveurs pour pouvoir accompagner le marché, même celui de demain. Dans les images historiques, on voit aussi que le marché de Loué était un marché très important pour les œufs. Il y avait un commerce d'œufs très important, les gens venaient avec leurs paniers, et les coconniers, puisque le métier des volaillers était aussi d'être des coconniers, ramassaient et des œufs et des volailles. La famille Lambert, entre autres, ramassait des œufs, des volailles, des lapins, des peaux de lapins, etc. Donc il y avait tout un marché, tout un commerce autour de cette basse-cour, finalement, puisque les œufs sont un produit de la basse-cour. Et donc ce marché très important des œufs avait finalement totalement disparu. La seule consommation des œufs dans les années 80 était des œufs de poule en cage, et ils étaient très bon marché, les consommateurs s'y retrouvaient en termes de prix, mais ils n'étaient plus du tout élevés comme on aurait pu l'imaginer à un moment donné avec des basses-cours à l'extérieur, et donc Loué a décidé de se lancer, donc, et parmi les tout premiers en France à dire finalement on doit pouvoir élever des poules d'or, il n'y a pas de raison. Aussitôt dit, aussitôt fait. Fin d'année, on commence à monter le premier poulailler qui a été monté chez Monsieur Padois, à la Lune de Joué, je me rappelle très bien, et qui a démarré début 88. Les premiers œufs de Loué sont arrivés sur le marché début 88. Moi, ça fait depuis 2012 que je suis installée et que j'ai rejoint l'exploitation. Et c'est moi qui ai plus pris l'activité poule pondeuse, on va dire, et Arnaud qui a basculé sur les terres et sur les chairs. Personnellement, je ne pouvais pas concevoir de produire de la volaille dans des bâtiments claustrés. Moi, j'ai toujours voulu que mes volailles sortent. C'est quelque chose qui était important pour moi. L'histoire de Loué est une histoire singulière. Elle est très à part. Donc, il n'y a pas beaucoup de filières qui peuvent raconter une histoire aussi complète et aussi longue. Et elle doit finalement, elle est due, cette histoire, à deux familles. Donc, c'est une rencontre de deux familles. Donc, une famille de producteurs réunis au travers de sa coopérative, les familles de Loué, et une famille de volaillers, on va dire fédérés par la famille de Lambert, avec cette relation qui a démarré dès les premiers jours, donc dès 58, dès les premiers jours. Dès les premiers jours, ils étaient là, et dès les premiers jours, on a travaillé avec eux pour essayer de trouver une solution, pour structurer la filière, trouver des solutions. Et donc, ces relations ont été transmises de génération en génération de manière exceptionnelle. L'attachement au Loué, il est naturel, parce que le Loué, on en mangeait souvent, et c'est un bon produit que j'aime bien, et deux, on en parlait tout le temps. Et après, quand on participe directement à l'histoire, qu'on y contribue,
Forcément, moi je suis comme mon grand-père, je suis comme mon père. J'espère que ce mariage va continuer de durer. Loué a été novateur dans beaucoup de produits, dans la filière avicole notamment. La plupart des labels rouges volailles ont été initiés par Loué. Donc les autres nous respectent parce que justement Loué est un défricheur. Loué a souvent mis en place des produits nouveaux. Ça vaut pour les volailles festives par exemple, ça vaut pour les produits transformés, les œufs. Le premier label rouge œuf, c'est Loué, etc. Donc à Loué, de toute façon, tous les labels rouges sont pratiquement des premiers labels rouges. Donc on est respecté pour ça, parce qu'on nous reconnaît cette vocation à innover, à prendre des risques. Voilà, donc on est respecté pour ça. C'est la réussite d'une entreprise, et heureusement que c'est comme ça, c'est toujours les hommes et les femmes qui la constituent. Ce n'est jamais l'argent ou les bâtiments ou les moyens, c'est toujours les hommes et les femmes qui constituent une entreprise, qui font la réussite d'une entreprise. Et pour que cette réussite aille le mieux possible, il faut qu'à la tête de cette entreprise, le président et le directeur, quand il s'agit d'une coopérative agricole, il faut qu'il y ait une très bonne entente entre les deux et qu'ils marchent tous les deux dans le même, qu'ils aient dans le même chemin, la même ligne de conduite. Je suis obligé d'avouer que je ne suis pas un agriculteur comme un autre. Je suis un fermier de Loué. Je suis un fermier, par contre un fermier de Loué comme tous les autres, comme les 1200 qu'il y a autour de nous. Nous avons vraiment été une famille des fermiers de Loué, quoi, hein, et avec un vrai sentiment d'appartenance, avec toujours au niveau de notre famille une volonté d'améliorer les choses. À Loué, dans les années, quand on regarde le film de M. Boudvin, les poulets étaient déjà dehors, à gratter dehors, avec du céréales, etc. Mais c'est déjà du bien-être animal, le fait d'avoir un environnement enrichi, le fait d'aller dehors, le fait de mettre des arbres, donc de planter des arbres qui vont leur servir de repère. Vous mettez un poulailler de Loué sans aucun environnement autour, les poulets ne vont pas aller être curieux ou peu. Ça fait partie de l'environnement. Ensuite, il y a tout l'aspect herbe, puisque ça fait partie aussi du grattage, de l'enrichissement du parcours, ça fait partie de leur alimentation. Donc cette herbe, elle est aujourd'hui, c'est de la prairie. À Loué, on ne fait que des volailles qui vont sur de la prairie. Cette prairie, elle est bio. L'autre élément aussi, c'est que dans nos bâtiments, on a toujours mis des fenêtres. Ça a l'air banal. Aujourd'hui, on est en train de redécouvrir qu'il faut peut-être du soleil dans les bâtiments. À Loué, il y en a toujours eu. Ensuite, il y avait de la paille, parce que c'était logique depuis le départ de se dire nos éleveurs sont tous des agriculteurs, ils cultivent, ils ont du blé, ils ont des céréales. Utilisons la paille, mettons-la dans les poulaillers. Il faut regarder les choses à notre époque. Donc notre époque pose des questions nouvelles, donc multiples. Ça a été le cas des OGM, par exemple, il y a maintenant 20 ans. Donc les OGM sont arrivés, et nous, on a considéré que les OGM, c'était pas fait pour nous, comme Armand Boudvin, dans le temps, avait pensé que les farines animales, c'était pas fait pour nous. Mais c'est aussi le cas des questions de l'énergie. Donc l'énergie renouvelable est un très gros sujet. Non pas que le nucléaire ait pas sa place, mais aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il faut remplacer une partie d'énergie fossile, en tout cas, par d'énergie renouvelable. Qui mieux que les producteurs peuvent produire de l'énergie renouvelable? On a de l'espace, on a des territoires extrêmement grands, donc je pense entre autres à la capacité à pouvoir installer des éoliennes, et on a décidé d'installer des panneaux solaires, donc il y a un peu plus de 6 hectares de panneaux solaires aujourd'hui. On a 6 éoliennes qui nous appartiennent, des grandes éoliennes, qui sont en plus des éoliennes consensuelles, et je trouve que c'est très agréable de pouvoir dire que Loué est la première et la seule marque à énergie positive, puisqu'on produit plus d'énergie renouvelable que ce qu'on consomme.
Donc c'est une manière de répondre aux attentes de la société d'aujourd'hui. Et demain, il y aura d'autres questions de la société auxquelles il faudra répondre de la même façon. Il y a pas, la société bouge, le monde découvre, a des demandes nouvelles. On doit répondre aux demandes d'aujourd'hui, que pas uniquement continuer à faire le bon poulet de Loué qu'on faisait dans les années 50. Le bon poulet de Loué, on va continuer à le faire, mais on va aller rajouter des valeurs supplémentaires. Nous, ici, sur la ferme, les premières installations ont plus de 10 ans, en fait. Donc voilà, donc on commence à avoir du recul. Et puis les dernières, eh ben, elles sont sur les 3 derniers bâtiments donc, qui ont été construits, en partant du principe qu'une toiture avec 200 ou 300 mètres carrés en fait, tendue au sud-est, ça serait vraiment dommage de ne pas leur faire produire autre chose que du poulet, quoi. Donc on a l'avantage d'avoir le soleil. Donc voilà, on a profité de ça pour dire il faut aussi produire de l'électricité. Et puis après, économiquement, ce n'est pas neutre non plus. Ça permet d'amener un autre revenu sur la ferme et de diversifier les sources de revenus. On est très attaché à l'environnement puisque l'image du poulet de Loué, il est dans la nature. Donc on s'est toujours attaché depuis très longtemps à entretenir le bocage, à faire des plantations de haies, d'arbres individuels. D'abord, quand un producteur commande un bâtiment pour avoir un nouveau bâtiment, on lui livre les arbres avec le bâtiment. Donc et il faut qu'il les plante. Et généralement, tout est planté. Mais on fait ça avec plaisir. Il y a plus de... Aujourd'hui, on a dû planter, on est même sûr, on a planté plus d'1 million d'arbres sur le département de la Sarthe et de la Mayenne. Ça représente, on a fait en haies 1200 km de haies. Le paysage de la Sarthe et de la Mayenne ne serait pas le même s'il n'y avait pas eu de Loué, ça c'est clair. On aurait certainement beaucoup moins de verdure et d'arbres autour de nous et de haies. Le mot paysage, c'est le même mot que le mot paysan. C'est-à-dire le paysan, c'est l'auteur du paysage. Et d'ailleurs, ce mot est très riche parce qu'il implique d'autres mots de la même famille, dont le paiement et la paix, opposé à la guerre. Oui. Or, il se trouve que ce qui m'a le plus frappé quand j'ai visité les éleveurs de Loué, c'est que comme les volailles sont en liberté, elles ont absolument besoin d'être couvertes par les feuillages. C'est-à-dire que ça évite évidemment les attaques des oiseaux de proie, voyez, et par conséquent, il n'y a pas de destruction du paysage. Voyez, le paysage est maintenu parce qu'on en a besoin. Or, c'est pour ça, justement, que le mot paysan est le même que le paysage, parce que non seulement c'est le paysan qui fait le paysage, mais c'est le paysage qui conditionne le travail du paysan. Et ces deux conditions sont parfaitement remplies dans l'élevage en question. À Loué, en fait, en tant que vétérinaire, j'ai vraiment la chance d'avoir en fait des animaux à vie longue. Donc en fait, on donne du temps au temps, et donc ça c'est hyper intéressant parce que en fait, pour pouvoir faire appel à des médecines comme des médecines qu'on dit douces ou comme de l'homéopathie ou de la phytothérapie, on n'a pas une réponse immédiate. On va mettre 2, 3, 4, 5 jours pour avoir une première réponse. D'autre part, on est plus dans l'individuel, c'est-à-dire qu'on travaille avec des petits lots. C'est aussi par rapport à notre consommateur, je pense que quand il achète notre poulet de Loué, ou notre volaille de Loué, ou notre œuf de Loué, derrière, il a cette connotation en se disant, normalement, on a pris soin de l'animal, il n'y a pas beaucoup de médicaments. Souvent, quand j'interroge ou que je suis en famille, il me dit, mais Martine, tu n'utilises pas d'antibiotiques à Loué parce que ton poulet, c'est quand même très proche du bio. Quelle est la différence? La production biologique à Loué, c'était très facile. C'était pas compliqué du tout, puisque la production nos volailles étant élevées dans des conditions très naturelles, finalement, avait très peu de problèmes techniques, sanitaires. Donc, les producteurs avaient très rarement recours avec l'équipe technique à des antibiotiques ou des choses comme ça. Et donc, en fait, on est sur des productions qui sont à élevage très tranquille. Et donc, passer de la production label à la production biologique, finalement, c'était un demi-pas. Il y avait 20 pas à faire pour passer d'une production standard à une production label, et juste un demi-pas à faire pour passer à la production biologique. Ce demi-pas, donc, beaucoup de producteurs le font actuellement et continueront à le faire pour accompagner la croissance du marché.
compte, quand on reprend l'histoire de Loué en tant que tel et de Loué dans le monde agricole, qu'il y a vraiment eu des choix assez audacieux pour l'époque. À l'époque où Loué est sorti, que quelques agriculteurs ont décidé de lancer cette démarche-là de bien-être, de volaille à l'extérieur, c'était un truc un peu fou, qui ne l'est plus du tout aujourd'hui, mais c'était des gens qui étaient convaincus, qui se sont battus, qui ont monté, qui ont imposé aussi une rigueur à la filière et à nous, éleveurs. Aujourd'hui, nous, notre génération, je dirais qu'on en récolte le fruit de tout ça, de toute cette chose qui a été mise en place pendant 60 ans. Et donc à nous, jeunes générations, de perdurer, de continuer et de pas oublier l'histoire pour pouvoir avancer plus, quoi. Et de garder cette essence même de bien-être, de liberté, de respect de l'animal, de respect du produit et du respect du consommateur. Donc on est fiers de faire partie de cette belle famille, de parler de notre produit. Et puis quand les gens mangent du poulet de Loué, ils nous disent que c'est très bon. Donc en fait, on est content aussi parce qu'on fait des bonnes choses. Donc voilà, on ferait quelque chose dont on ne serait pas fier. Je pense qu'il ne faudrait plus le faire. Parce que ce qui rend heureux aussi chaque jour, c'est de faire quelque chose dont on est passionné et qu'on aime bien, mais aussi qu'il y ait une reconnaissance de ce qu'on fait. Et donc on l'a au travers du consommateur et au travers des visiteurs qu'on a et qui sont très heureux de participer à notre petite vie de temps en temps en visitant les lieux. Voilà. On ne devient pas éleveur de Loué parce qu'on a décidé de devenir. C'est pas suffisant, donc on a décidé de venir, on fait acte de candidature, on envoie une lettre de candidature, et après on va rencontrer le candidat, donc on prend beaucoup de temps avec lui, donc j'ai un collaborateur qui s'occupe que de ça, donc, et qui va vérifier si la motivation de la candidature repose bien sur les bons motifs. C'est pas une question d'argent, donc surtout pas une question d'argent. Il gagnera sa vie normalement avec nous, mais ça va pas être une question d'argent. C'est pas une question d'image, c'est parce qu'il a compris que la filière allait être très exigeante avec lui. En fait, ce qui se passe chez nous, il faut que le producteur incarne quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'en élevant des poulets en liberté, puisque les poulets de Loué sont élevés en liberté, il accepte de perdre une partie de sa liberté, puisque finalement il va pas lui-même pouvoir à un moment donné faire ce qu'il veut avec ses volailles. Il va falloir qu'il respecte des consignes, un cahier des charges. Il va être contrôlé à tout moment par un organisme certificateur tiers, par un contrôleur qui va venir voir dans son élevage si tout est bien fait. Il sera éventuellement sanctionné, donc il faut qu'il accepte de perdre sa liberté en même temps qu'il va donner la liberté au poulet. Il y a des éleveurs pour lesquels c'est pas possible de l'imaginer, et c'est ce qu'on doit essayer d'évoquer avec les éleveurs quand on les rencontre la première fois. Ici, en fait, on avait un exploitant qui était Eric Huette, qui, 2-3 ans avant sa retraite, a décidé d'accueillir un jeune et de l'associer avec lui, qui est Antoine Touché, tout en préparant l'installation de Stéphanie, donc la femme d'Antoine, au départ d'Eric. Avant nous, il y avait quelqu'un qui a travaillé pendant 40 ans sur son exploitation et qui l'a amené au bout, qui arrive à la transmettre à 2 jeunes. Donc c'est très bien, et puis il nous a aidé entre la transition, la société pendant 3 ans que j'étais associé avec lui, on a tout fait pour mettre l'exploitation à peu près en ligne et qui est prêt à tourner pour nous avec Stéphanie, quoi. Donc ça je le remercie. Le choix d'être éleveur de Loué, c'est pas seulement le choix d'une production, c'est le choix d'une éthique, c'est le choix d'une culture d'entreprise. Et aujourd'hui, on a beaucoup de candidats parce que les gens ont bien compris, les éleveurs ont bien compris ce qu'était Loué. Je pense que j'ai gardé la même image depuis que j'ai commencé. Vraiment une production de qualité, un respect de l'environnement, de l'animal. Vraiment la fierté de produire quelque chose de bon. Enfin, on sent bien que c'est vraiment une filière, quoi. On est vraiment encadré. On connaît le responsable, on connaît tous les gens qui organisent la filière finalement. Même les éleveurs, on a l'occasion de se rencontrer, ce qui n'est pas le cas forcément dans d'autres filières. Donc oui, on sent bien la notion de famille, quoi. Un éleveur de Loué n'est pas un éleveur comme les autres. C'est un éleveur à un moment donné qui doit, sur son visage, ou en tout cas dans son expression, incarner quelque chose de plus, et qui, quand il va rentrer en contact avec discuter avec quelqu'un qui peut être un consommateur, un voisin, quand il parle de ses volailles, on doit le voir. Sur son visage, ça doit se voir, parce que ce petit sentiment de fierté, ce petit plus qui est là, en général, on doit le voir. Et ça se transmet, mais ça se vit surtout. Donc c'est à nous de le porter à chacun des éleveurs, et à eux-mêmes de finalement se sentir suffisamment fiers et heureux pour continuer à le transmettre, et c'est ce qui se passe. Je crois qu'il faut qu'on continue, et qu'on continue à respecter le faire
et non pas le dire. Donc ce qui compte le plus, c'est de faire. Donc dire, c'est facile, mais il faut continuer à faire. Et ce qui fait notre différence par rapport à beaucoup, c'est qu'on fait. On ne dit pas tant, et on fait beaucoup. Donc il faut continuer à faire. Et pour les générations futures, je crois qu'il faudra prendre en compte au maximum la cohérence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas produire des animaux, produire sur une exploitation, donc avec un modèle d'élevage à un moment donné qui est très incarné par ce que souhaitent les consommateurs, et ne pas être cohérent sur l'ensemble de l'exploitation. Donc la notion de cohérence va devenir quelque chose de complètement essentiel, et la cohérence de notre filière par rapport à l'ensemble de son message, par rapport aux attentes des consommateurs. Mais le mot qui va nous guider de plus en plus sera le mot de la cohérence. Donc on sera jugé sur la cohérence, pas uniquement sur ce qu'on fait, mais sur la cohérence globale. Pour beaucoup de consommateurs, Loué, c'est une référence de qualité, c'est une référence de gamme, et évidemment, ça renvoie à des efforts qualitatifs d'agriculteurs. Mais si on veut bien en plus aller plus loin et regarder, c'est d'abord une histoire d'hommes et de femmes qui, dans la durée, se sont associés pour être maîtres de leur destin, assurer certes la rentabilité, la commercialisation de leur production, mais aussi pour ce qu'on appelle aujourd'hui créer de la valeur, que moi j'appelle tout simplement créer une vie, des modalités d'expression, une promesse sociétale. Et pour moi, Loué, c'est un modèle. Dans l'histoire de Loué, on a des producteurs qui ont assumé ensemble leur destin, sans aller taper à la porte des budgets européens ou nationaux, c'est-à-dire sans taper le consommateur en amont par des subventions, qui ont créé leur propre marque. Donc ils l'ont façonné à l'image qu'ils voulaient et ils en sont propriétaires. Un bon moyen finalement de mesurer l'impact économique d'une filière comme la nôtre, c'est d'aller faire un tour dans les villages. Et aller voir dans les villages où se trouvent les volailles de Loué, c'est-à-dire globalement ce département de la Sarthe et de la Mayenne. On rentre dans ces villages et on constate qu'il y a encore des commerces, peut-être moins qu'il y en avait autrefois, évidemment. Il y a encore des écoles, il y a encore une activité, une vie de village qui existe encore. Et si elle existe encore, contrairement à d'autres départements qui nous entourent, qui ont perdu tout leur élevage à un moment donné, qui n'ont plus que 2 agriculteurs par commune, 3 agriculteurs par commune, donc il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus rien. C'est parce que dans nos communes, il y a encore 5, 10, 15, 20, certaines communes agriculteurs qui ont tous, ou pratiquement tous, ou beaucoup des volailles de Loué et qui n'ont pas eu besoin d'agrandir leur ferme jusqu'à ne plus connaître la surface exacte du nombre d'hectares, puisqu'ils ont su trouver une activité économique suffisante pour faire vivre une famille. Et cette capacité à garder une agriculture familiale de taille humaine, à un moment donné, donne à notre territoire une image et une vie économique complètement à part. Toujours fondamental de transmettre une histoire, des valeurs, une expérience, même si les situations ne se répètent jamais de manière équivalente. Mais s'agissant des fermiers de Loué, parce que c'est une expérience presque unique, parce que c'est une réussite exceptionnelle, elle doit d'autant plus être transmise, expliquée, non seulement pour que l'aventure de Loué continue, ce qui est fondamental, et c'est difficile parce qu'il faut se réinventer en permanence. On va être dans un monde où les habitudes alimentaires vont encore changer de façon très radicale, où les habitudes de commercialisation vont complètement être modifiées, où les modes de paiement vont changer, enfin, où l'équilibre ville-campagne va encore se transformer. Donc les fermiers de Loué, ils vont encore devoir affronter des défis ou relever des défis nouveaux. Et pour les affronter, il faut qu'ils aient conscience de l'héritage, du chemin qui a été parcouru, et qui se souviennent de leurs valeurs. Ce qu'il faut arriver à transmettre, c'est les valeurs humaines en fait qu'on a réussi à créer pendant les 30 ou 40 ans qu'on a travaillé. Si malheureusement on n'a pas réussi à construire ou à mettre en valeur en fait le capital humain de l'agriculture, on n'a rien à transmettre. On a un outil. On a un outil qui vaut tant en fonction des cours, etc. Mais on n'a rien à transmettre.
Et je pense que le message, moi, que j'ai envie, je vais pas faire mon vieux con, mais le message qu'on a à transmettre aux plus jeunes, c'est ça, quoi. Si on est malin à la fin, c'est si on a réussi à transmettre cette façon de produire, en fait. Cette façon de vivre avec les autres et pas contre les autres ou en écrasant les autres. C'est vivre avec les autres. Et moi, ce qui me rend très satisfait, c'est qu'ici, à Loué, on a une vraie stratégie de production qui correspond en plus à ce que je pense être l'avenir, au travers de la prise en compte et de la dimension économique, de la dimension sociale et de la dimension environnementale. Donc on a ce qu'on appelle les 3 piliers du développement durable. On vit ensemble, je ne suis pas là pour les élever dans le sens de l'élevage, mais à un moment donné, on s'élève ensemble. Donc, on prend une dimension nouvelle ensemble, et cette notion de dimension, à un moment donné, partagée et qui nous grandit les uns les autres, c'est quelque chose de fantastique à partager. Donc, avoir des éleveurs qui, à un moment donné, sont heureux et fiers de faire la production, et qui se sont élevés avec nous et qui prennent une dimension supplémentaire dans une exploitation agricole qui est quelquefois un peu grise à un moment donné, mais ils sont éleveurs de louer. Donc, c'est quelque chose d'assez génial. C'est génial à partager, c'est quelque chose qui, pour moi, me conduit, me guide.